Au prime abord, ce qui semblait être une juste cause a malheureusement très vite perdu des valeurs que ces femmes afrodescendantes, initiatrices du mouvement, défendaient pour, au final, dans cette quatrième phase du mouvement, se transformer en un objectif des populations du monde. Parce que, oui, c'est ce qu'amènera cet agenda à long terme. Réduire la reproduction. La seconde vague, dans les années 60, où on parlera de féminisme social basé essentiellement sur le droit à la reproduction, qui pour la féministe blanche veut donc dire accès à l'IVG, et qui pour la femme noire veut dire le droit à la procréation. Oui, car on leur ligaturait les trompes sans leur consentement. Déjà ici se forme le shift, la différence par la violence de ces deux paradoxes. L'art de la séduction par son accoutrement est une arme de la femme féministe qui ne valorise que son intérêt et écrase tout sur son passage. L'homme commence à être déconsidéré. Cette phase est plus sournoise que les deux précédentes. C'est celle du bas les masques. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Beauté les originelles, beauté les belles âmes. Bienvenue sur Ask Art Spirituality Congo Kachopa. Le thème d'aujourd'hui concerne le mouvement féministe versus l'énergie féminine. Telema Congo Kachopa. Donc pour commencer, qu'est-ce que le féminisme? J'ai commencé la recherche sur le sujet avec des idées préconçues et au fur et à mesure que je creusais, non seulement je comprenais que mes idées étaient bien avérées, mais qu'en plus, ce qu'on nous présente sur le féminisme n'est que la partie émergée de l'iceberg. Comment ce qui à l'origine avait été créé pour une juste cause et noble, pour les droits des femmes, s'est effiloché en une conquête du genre. Ici, le mot à bien retenir, c'est conquête. Vous comprendrez où je veux en venir d'ici la fin de cette vidéo. Le mouvement du féminisme vient des États-Unis, fondé dans la fin du 19e et début du 20e siècle par des femmes noires, chose que très peu savent. L'origine du mouvement consistait dans les grandes lignes à l'abolition de l'esclavage et à l'égalité des genres. Maria Stewart, éditrice du journal, écrivaine et éducatrice, fut la première à s'exprimer publiquement sur le sujet de l'égalité raciale et du genre. Puis la Convention anti-esclavage des femmes américaines fut la première fois que les femmes noires commencèrent à parler collectivement en faveur de la fin de l'esclavage et des droits des femmes, particulièrement pour la femme noire. Un événement si avant-gardiste qu'il a suscité de violentes attaques des opposants. Plus tard, Joséphine de Sainte-Pierre, aka Joséphine Toussaint, et Anna Julia Cooper, chercheuse, enseignante et écrivaine du livre Voice from the South, qui sont des textes fondateurs du féminisme noir, participent au mouvement des clubs des femmes noires. Encore plus tard, des noms tels que Ida B. Wells, journaliste et oratrice du discours anti-lynchage, participent au mouvement des clubs des femmes noires. Encore plus tard, des noms tels que Ida B. Wells, journaliste et oratrice du discours anti-lynchage, Francie E. W. Harper, Mary Church Terrell et la très renommée Harriet Tubman forment la NAWC, en français, Association nationale de femmes de couleur. Plus tard, quand le mouvement prend de l'ampleur, des sujets tels que l'accès à l'éducation, le droit à la propriété, les inégalités salariales, le droit identitaire, le leadership féminin dans les églises sont les autres axes principaux du mouvement. Très vite, celles qui étaient à l'origine de cette cause se sont vues reprendre le flambeau par les femmes de la classe moyenne et bourgeoise blanche, non sans un esprit de concurrence de la part de ces dernières, d'après les anecdotes des coulisses. Le mouvement prend de l'ampleur et dépasse les barrières de la langue et des frontières. Son expansion dans chaque pays occidental connaîtra son initiateur à la cause.
Jusqu'à ce jour, le mouvement a connu 4 phases, 4 transitions. La première, défendant les causes que je viens juste de citer, on parlera alors de féminisme libéral, basé sur la souffrance de la femme. En résumé, elles veulent être l'égale de l'homme en droit fondamental et politique. La seconde vague, dans les années 60, où on parlera de féminisme social, basé essentiellement sur le droit à la reproduction, qui pour la féministe blanche veut donc dire accès à l'IVG, et qui pour la femme noire veut dire le droit à la procréation. Oui, car on leur ligaturait les trompes sans leur consentement. Déjà ici se forme le shift, la différence par la violence de ces deux paradoxes. La seconde vague veut aussi dire que la femme est libre dans son corps et peut en faire ce qu'elle veut. À bas les corsets et autres inconforts vestimentaires, l'heure est à la liberté et au droit de vote. Puis prendra place, dans les années 90, la troisième vague, la plus rebelle, un esprit plus agressif, avec une volonté de liberté d'apparence qui rentre en conflit avec la féministe des années 60, qui rejetait soutien-gorge et talons pour plus de liberté. La femme des années 90 utilise, elle, justement ces éléments comme arme de défense. L'art de la séduction, par son accoutrement, est une arme de la femme féministe qui ne valorise que son intérêt et écrase tout sur son passage. L'homme commence à être déconsidéré et c'est le début de la femme conquérante dont je vous parlais en introduction. La quatrième vague, elle, c'est dans laquelle nous sommes actuellement, est plus dans la réforme. L'homme est maintenant clairement déconsidéré. Objectif, castration pour lui faire comprendre combien il est peu utile à la société. Cette quatrième vague revisite aussi les fondements du principe du mouvement féministe avec de nouvelles règles, notamment les règles d'inclusion ethnique et autres. Et c'est ce qui marque le plus grand shift dans ce mouvement. Et pour moi, cette phase est plus sournoise que les deux précédentes. C'est celle du bas les masques. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Pourquoi le féminisme ne correspond pas à nos modèles de société traditionnelle et à la femme noire en particulier? Car elle est une représentation du désordre, de l'antimatique, du manque de balance. Et lorsqu'on se réfère à ce qu'ont fait nos civilisations africaines avant cette ère coloniale, nos sociétés ont toujours été basées sur des principes d'équité, balance, équilibre, de la ma'at. Retirez ces éléments de l'équation et vous n'obtiendrez que dérive et chaos. Et c'est bien ce que l'on expérimente aujourd'hui. Du côté économique, avec le capitalisme, et du côté social, avec le système patriarcat, et du côté familial, avec le mouvement du féminisme, qui n'est tout autre que la jumelle du système patriarcat, mais cette fois avec le sexe opposé. Ne correspond pas à notre culture non plus, parce qu'elle prône des valeurs contraires à celles de nos ancêtres et ne cadre pas avec nos sociétés africaines. Certaines des valeurs du mouvement sont nobles, mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, par son aspect de confrontation, volonté d'inhibition de l'homme et son émasculation. On nage en pleine misogynie. Ou encore la défense de la théorie du genre, qui prône monsieur, monsieur, madame, madame, ou des transgenres qui revendiquent leur féminité. Disclaimer here, on ne juge personne ici. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais chérie, ok? Et ce serait bien que le mouvement cesse de manipuler les femmes en général avec des argumentaires pour nous faire rallier à un agenda qui a des principes allant contre nos valeurs traditionnelles, en ce qui concerne la femme africaine et afrodescendante en tout cas. Oui, parce que c'est ce que l'on découvre quand on se penche plus sérieusement sur la question. Ne correspond pas non plus à notre culture parce qu'elle consistait à reprendre une position qui est initialement la nôtre, à savoir une position d'égalité, complémentarité à l'homme. Jusqu'à là, tout va bien. Mais là où le bas baisse avec ce mouvement, c'est qu'elles veulent le faire à partir d'une position de masculinité, en étant dans une position de confrontation, voire d'assujettissement de l'homme, risquant ainsi de nous faire perdre
notre essence primordiale, à savoir celle d'être femme. Au prime abord, ce qui semblait être une juste cause a malheureusement très vite perdu des valeurs que ces femmes afrodescendantes, initiatrices du mouvement, défendaient, pour au final, dans cette 4e phase du mouvement, se transformer en un objectif des populations du monde. Parce que oui, c'est ce qu'amènera cet agenda à long terme. Réduire la reproduction. Pensez-en ce que vous voulez, mais ce sont les faits. Vous entendrez alors dire, mais personne n'oblige qui que ce soit à défendre ou prendre la part de la cause féministe. Je l'entends, sauf que lorsque nous partageons le même genre identitaire et que vous nommez votre mouvement par ce qui me qualifie, à savoir le terme femme, et que vous l'englobez d'une idéologie aussi contre nature en y mêlant cette même femme, il est normal que l'on se sente concerné et ayons notre mot à dire sur la question. Quand on découvre que ce mouvement est dénué d'équilibre et éprouve une aversion du genre masculin véhiculé très sournoisement. Autre point, la femme noire n'est pas ou très peu considérée par ce mouvement aux problématiques très occidentales finalement, ce qui est une bonne chose pour la femme leucoderne en soi. Mais ce que certaines déplorent, c'est l'exclusion ethnique. Une chose que ce système patriarcal s'emploie déjà très bien à nous faire ressentir. Ce n'est un secret pour personne. La femme noire est au plus bas de l'échelle de tout système confondu. Et ce, qu'elle soit milliardaire ou non. Il suffit d'écouter l'anecdote d'une Oprah Winfrey, milliardaire de surcroît, qui rentre dans une boutique de luxe en Suisse et reçoit un traitement digne de... je ne sais quoi d'ailleurs. Mais c'est de cette même femme noire dont le monde tire sa source. Même femme noire dont nos anciennes sociétés dépendaient via un système matriarcat. Même femme noire qui dirigeait des armées entières. Même femme noire qui était reine depuis des millénaires. Alors qu'en Occident, le droit de vote ne s'est instauré qu'en début du siècle dernier. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que le féminisme est précurseur de quoi que ce soit. Okay. Et j'oubliais, même femme noire en contact direct avec la source divine. Comprendra qui pourra. Est-ce le retour de cette même femme qui intimide et fait vraiment peur? Le féminisme n'endosse pas notre narrative de femme noire et n'embrasse pas toutes les cultures non plus. Que ce soit clair pour toi, ma sœur et sœur du monde. Quelle est la solution contre les dérives des inégalités dans nos cultures africaines? Pourquoi ne pas nous conformer à ce qui est universel et a toujours bien fonctionné depuis la nuit des temps? Comment l'homme et la femme noire, dont toutes les civilisations du monde tiraient leur source par leur modèle philosophique, spirituel et j'en passe, comment fonctionnait-il avant l'esclavage, avant la colonisation, avant ce système patriarcal dans lequel nous sommes? Si nous remettons cela à l'ordre du jour, nous retrouverons l'équilibre perdu par ce système patriarcal, intronisé par le système religieux. La solution contre les dérives d'inégalité dans nos cultures et foyers africains? L'application de la loi du genre, tirée des 12 principes qui nous viennent d'Égypte, de Kemet précisément, et qui ont été donnés à notre ancêtre de Kemet, Tehuti. Déjà mentionné sur cette chaîne, et j'y reviens parce que, en l'occurrence, elle est fondamentale. La loi du genre. Elle consiste à ce que toute chose possède sa part d'énergie féminine et sa part d'énergie masculine. En quoi est-ce une solution? Eh bien, si chacun s'appliquait à jouer pleinement son rôle en appliquant la vraie loi du genre, à savoir chaque homme assumant pleinement sa part d'énergie féminine et sa part d'énergie masculine, et chaque femme assumant aussi sa part d'énergie féminine et sa part d'énergie masculine, il y aurait une pleine égalité pour tous et nous n'aurions pas ce déséquilibre auquel on assiste aujourd'hui. Qu'est-ce que l'énergie féminine? Tout d'abord, elle s'acquiert par le travail de la guérison de blessures internes, par un travail de confrontation à ses traumas d'enfance et d'adulte,
On appelle ça aussi le shadow work. Pour en faire le deuil définitif et pouvoir accéder enfin à son énergie féminine et donc a fortiori être en alignement avec la force créatrice qui elle-même est l'énergie féminine par excellence. L'énergie féminine, c'est incarner pleinement cette énergie dans toute son essence et non pas faire seulement la féminine en portant talons et maquillage. C'est une énergie, donc une attitude, qui se veut chaleureuse, qui reçoit, qui est accueillante, nourricière, relaxe, dans l'émotion, la créativité, qui attire plutôt que pourchasse ou recherche. Elle est dans la patience, l'intuition, calme, vulnérable, compatissante, douce. Elle connaît sa valeur et est consciente qu'elle n'a nul besoin de chercher l'attention, chose qui la basculerait automatiquement dans une énergie masculine. Mais au contraire, elle est magnétique. Et c'est là que me vient à l'esprit cette expression qui dit que la femme est comme la lune. Elle fait des vagues juste en étant elle-même. Cela prend encore plus de sens lorsque l'on considère le lien qu'a la lune à la femme. Spirituellement et biologiquement parlant, quand on se réfère à la période d'ovulation d'une femme. Ce que n'est pas l'énergie féminine, c'est la domination malsaine, la manipulation. Emmener quelqu'un à faire une chose contre son gré, chose qui équivaut à de la mauvaise sorcellerie. Souvent, les femmes qui pensent maîtriser leur énergie féminine pensent que la manipulation fait partie de cette énergie, alors que ce n'est que l'expression de leur partie toxique qui est à l'œuvre. Donc la manipulation, à ne pas confondre avec la stratégie, qui elle est une nuance, qui se réfère à la tactique, planification, donc de nature saine. La femme féminine se veut dans l'observation, plutôt que dans l'action. Elle prend les informations pour être stratège, pour éventuellement les donner à l'homme pour que lui soit dans l'action quand il y a un duo. Mais à aucun moment, elle est dans la manipulation. Mais elle va avec le courant jusqu'à un certain degré. Être dans son énergie féminine, ce n'est pas être gentil. Nous vivons dans une société qui n'est pas encore à l'image du monde des bisounours. Donc en attendant, nous devons composer avec les individus aux mauvaises intentions, mauvais fonds, qui confondent gentillesse à de la faiblesse ou à être bête. Donc il faut pour contrer cela, mettre des barrières et avoir du caractère. L'énergie féminine requiert de la vulnérabilité, oui, mais pas au détriment de sa sécurité. Donc attention, quand on parle d'énergie féminine, c'est être gentil, non, mais être agréable, oui. Les énergies féminines et masculines sont à la base de la création du monde. Donc elles ne peuvent être en confrontation. Elles doivent coexister dans un être humain et au sein de la société. Chaque individu doit incarner ces deux énergies pour être en parfait équilibre. Et l'équilibre, c'est la clé du succès. Le principe du genre de la loi de l'univers, tel qu'énoncé par Teoti, nous apprend que chaque chose possède sa part féminine et sa part masculine. Privés l'un de l'autre, et c'est le chaos. Un peu à l'image de la société dans laquelle nous vivons depuis des siècles, qui va de mal en pis. En retirant sa place initiale à la femme dans nos sociétés, c'est-à-dire sa place de coéquipière, sa place de complémentarité à l'homme, en l'assujettissant à ce dernier par des armes telles que la religion et un système patriarcat, cela n'a fait que favoriser le chaos dans le monde dans lequel nous vivons, quand on voit des guerres et génocides que génère ce système. Quand on comprend enfin ce qu'est cette énergie féminine, il est important d'y incorporer une balance, comme pour tout finalement. Et ici, je me réfère au principe de polarité qui consiste à ce que chaque chose possède une dualité. Donc, dans les faits, la femme féminine doit avoir deux faces, une face sombre et une face claire, que l'on appelle dark féminine et light féminine. Il est important de savoir jongler entre les deux aspects afin de pouvoir les incarner selon les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, et c'est là que naît tout le pouvoir d'une femme. La light féminine sera ce que j'ai expliqué juste auparavant, alors que la dark féminine, elle, sera plus mystérieuse, aventurière, séductrice, épicurienne, aimant le goût du risque et ayant l'estime d'elle-même.
Elle ne négocie pas ses standards et obtient facilement et rapidement ce qu'elle veut par son magnétisme, car elle est connectée à son énergie féminine. Elle est calme, humble, sélective dans ses fréquentations et quand elle en a, elles sont de qualité, car elle ne partage pas son énergie avec tout le monde. Sa présence est palpable sans qu'elle ait besoin d'intervenir. Elle ne cherche pas à être vue de tous, ne craint pas la solitude. Elle maîtrise l'art du détachement. Elle a des barrières strictes et sait les communiquer et est consciente de la valeur de son absence dès que ces barrières ne sont pas respectées. Elle sait prendre soin d'elle intérieurement et soigne son physique aussi bien par son hygiène de vie que son apparence. Sur ce point, elle est tout comme la light féminine. La balance de ces deux faces, dark et light féminine, et savoir quand les utiliser, c'est la clé. Pourquoi la femme noire devrait embrasser pleinement son énergie féminine? Pour son bien personnel, pour son couple, son foyer, le respect de sa culture, pour être en harmonie avec la force créatrice, afin de pouvoir ainsi recevoir d'elle la sagesse pour se bâtir et ainsi bâtir sa famille. Ce qui donne de la saveur et éducation à cette famille, c'est la femme qui la tient. Ne dit-on pas dans un certain livre que la femme sage bâtit sa maison, que la femme insensée la renverse? La force d'un pays, c'est la bonne santé des familles. Et donc, la bonne santé et le reflet d'une société se voit à la qualité de la majorité de femmes qui composent ce pays. Et donc, je rajouterai en réponse à la question posée initialement pour la renaissance de l'Afrique. Et cela passe par le fait que chaque individu endosse pleinement ces deux énergies en lui-même. Autre chose, les femmes du mouvement féministe remettent en cause le fait qu'il y ait des attributs spécifiques qui caractérisent chacun des genres. Et leur argument est que ce ne sont pas des comportements naturels et que, en fait, nous serions enfermés dans l'idée de la performance du genre, que ce sont des attitudes que l'on nous apprend au cours d'une vie. Mais la vraie problématique ici est qu'elles sont elles-mêmes initialement dépourvues de la notion du divin et ses lois. Et en partant de là, elles ne peuvent concevoir la notion de la Ma'at et des 12 principes qui régissent le monde tel qu'énoncé par Tehuti, et non tel qu'interprété par Mesdames et le système occidental, particulièrement concernant la vraie loi du genre. Lorsque l'on parlera du genre masculin et féminin, qui tirent respectivement leur archétype des attributs du soleil et de la lune, on se réfère et se connecte ici directement à des lois cosmiques. As above, so below. Au ciel comme sur la terre. Il s'agit ici de l'application d'une autre loi, celle du principe de correspondance. Et ici, on ne se réfère pas à une liste que quelqu'un a décidé de créer un beau matin, juste comme ça, pour chacun des genres. Il s'agit ici d'une science exacte, cosmique, donc spirituelle. Et si vous retirez ces éléments de cette équation scientifique, vous êtes à côté de la plaque. Ici, le principe de correspondance nous emmène à nous référer à ces deux plus grands astres de l'univers, car leurs caractéristiques et attributs sont ancrés en nous dès la naissance. Que la nature elle-même vous enseigne, chères féministes. Donc pour conclure, oui à la défense des droits des femmes pour rétablir un équilibre en appliquant la vraie loi du genre et ses polarités, mais pas sous la bannière et à la manière du mouvement féministe qui, lorsque l'on gratte la surface, nous découvrons un tout autre scénario qui nous ramènerait au même fonctionnement que ce système patriarcal, où l'homme, cette fois, serait, lui, l'opprimé. Donc au final, aucune évolution, juste un déplacement de pions et changement de costume pour leur propre agenda. Un exemple concret? Sous le système patriarcat, des guerres et génocides, et lorsqu'on y mêle une féministe telle qu'une Hillary Clinton
figure de proue du féminisme, avec à son quota un vote pour la guerre en Irak, Afghanistan, Pakistan, Yémen, Somalie, et je passe ici les dessins les plus sombres de son tableau. C'est bon? Ça vous donne une idée de ce qu'un monde féministe pourrait donner? Pour moi, s'il y a une reconnaissance et remerciement à donner, elle est pour ces femmes noires américaines qui représentent un modèle de bravoure et de valeur, car elles ont propulsé et donné le jour à cette idéologie initialement noble et sans tache, qui n'était tout autre que les valeurs de nos ancêtres primordiaux. Sans leur résilience, qui sait ce que serait la condition de la femme aujourd'hui dans le monde? Ce monde a besoin que chacun, et particulièrement ses leaders et gouvernements, incarnent parfaitement cette balance d'énergie féminine et masculine en chacun d'entre nous. À bon entendeur, Tolingana Tosangana Ingeta Yenge Yenge.